Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spécial grand champion de l'histoire du jeu d'échecs avec Jérôme Mauffrat. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors aujourd'hui, on va voir un joueur qui a marqué son empreinte toute la fin du XXe siècle, puisque c'est le très grand Anatoly Karpov. Anatoly Evgenievitch Karpov, né en 1951 à Zlatoust en Oural, et qui a été champion du monde en 1975 jusqu'en 1985. Et il a perdu son titre contre Garry Kasparov. Alors, malgré qu'il ait perdu, on va revenir sur son parcours bien sûr, mais malgré qu'il ait perdu en 85, il continue à jouer des matchs de championnat du monde. Il est revenu plusieurs fois redisputer le titre à Kasparov, et ça jusqu'en 1993, je crois, c'est la dernière confrontation qu'il y a eu. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Et il a obtenu un titre de champion du monde, mais c'était un titre de champion du monde qui n'est pas le titre classique, parce qu'il n'a pas battu Kasparov. Il avait joué le titre FIDE lors de la scission, la grande scission, mais on verra ça notamment dans l'émission aussi avec Kasparov, mais même là, il faudra commencer à en parler. Il a réobtenu le titre de champion du monde en 98, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Ouais, donc bien plus tard. Et il l'a gardé encore quelques années, donc il a une longévité aussi qui est assez étonnante. Tu soulignais le fait qu'il y a eu des matchs revanche contre Kasparov, celui de 87 à Séville notamment, où les deux adversaires terminent à 12 partout. Et Kasparov ne garde le titre que parce que la règle prévoit que le champion en titre conserve le titre en cas de match nul. Mais on peut dire qu'en 87, Karpov est au niveau de Kasparov, il n'y a aucun souci là-dessus. Très clair. Donc ce sont deux joueurs qui se sont affrontés en tout dans 144 parties de championnat du monde. Et Karpov n'a un résultat sur 144 parties que de moins 2. C'est-à-dire qu'il a cédé que 2 parties en tout à Kasparov de plus qu'il n'en a gagné lui-même. La différence entre les deux joueurs dans les années 80, elle est infime en réalité. Elle est infime, exactement. Donc, il naît en Oural, et l'Oural, ce n'est pas spécialement un endroit de la Russie très propice au développement échiquien. Pas particulièrement, mais pas moins que d'autres régions. On a du temps pour jouer aux échecs en Oural. Selon la légende, le petit Anatoly Karpov aurait appris en regardant son père jouer avec le voisin. Il y a beaucoup de légendes de cet ordre-là qui courent sur les grands joueurs d'échecs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a appris vers 4 ans, ce qui est très très jeune, parce que c'est rare qu'un enfant puisse comprendre, accepter des règles immuables comme celles du jeu d'échecs à un âge aussi précoce. Toujours est-il que son père, qui était ingénieur, lui a montré le mouvement des pièces et que l'enfant s'est passionné pour le jeu. D'ailleurs, apparemment, au grand désarroi de sa mère, qui lui a à un moment supprimé l'échiquier parce qu'elle était un petit peu inquiète. Et puis un jour, elle est rentrée dans la chambre d'Anatoly et puis il regardait le plafond. Et en fait, il était en train de jouer à l'aveugle, de rejouer à l'aveugle des parties qu'il avait lues dans un recueil de parties de Capablanca, qui était son livre de chevet. À l'aveugle, ça veut dire qu'il imaginait l'échiquier dans sa tête. Il imaginait l'échiquier. Donc sa mère avait privé d'échiquier physique, mais lui, il avait l'échiquier virtuel en tête. Donc ça montrait aussi ses prédispositions évidentes pour le jeu d'échecs. Ces prédispositions, il les met en valeur assez rapidement puisque à l'âge de 9-10 ans, il est déjà dans le championnat junior du RSS. Donc on est déjà dans les années 60 là, début 60. On doit être 61, quelque chose comme ça. Et il fait 5 sur 10 au championnat junior alors qu'il n'est pas du tout dans sa catégorie. Les juniors, oui, c'est 18 ans, entre 18 et 20 ans. Donc il montre des signes de précocité et de compréhension du jeu qui sont évidents. Il rentre à l'école Botvinnik, du nom de l'ancien champion du monde à 12 ans. Et là, aussi étonnant que ça puisse paraître, on a le témoignage de Botvinnik, en tout cas un jugement très sévère de Botvinnik sur Karpov, qui dit « Ce garçon ne comprend rien aux échecs, il ne fera jamais carrière dans cette profession ». Oui. Voilà. Alors, comme quoi Botvinnik commençait à se faire vieux. C'est ça, comme quoi il n'avait peut-être pas tout compris de la profondeur du style de Karpov qui aurait pu passer entre guillemets inaperçu ou qui aurait pu se retrouver sur une voie de garage si il n'avait pas montré justement à Botvinnik par la suite qu'il s'était lourdement trompé sur son cas. Il devient champion du monde junior par la suite, donc ça c'est en 1969, il a 18 ans. D'accord. Champion du monde junior. Il obtient son titre de maître international la même année, puis au tournoi de Caracas en 69 ou 70, il devient grand maître international. Voilà, donc là, ça y est, il est au top du top. Il a quoi? Il a 18-19 18-19, voilà. Et il arrive à ce niveau-là en pleine domination mondiale de Spassky Fischer, c'est-à-dire qu'il est entre les deux. C'est Fischer qui va devenir champion du monde, donc il arrive à maturité finalement au moment où Fischer lui-même est au top de sa carrière. En 72, il obtient le titre de champion du monde et Karpov fait partie finalement des jeunes grands maîtres qui montent à ce moment-là, quoi.
Voilà, il fait partie des jeunes grands maîtres qui montent, mais en URSS, il ne suffit pas de monter, il faut aussi s'affirmer, parce qu'on a une armada de champions du monde, anciens champions du monde, grands maîtres et très forts joueurs, devant lesquels il est nécessaire de s'imposer aussi pour montrer qu'on peut devenir le leader des joueurs de l'Union soviétique. Et c'est ce que fait Tal en 1971 au Mémorial Alekhine, où il finit premier avec Stein devant Smyslov, Tal, Petrosian et Spassky. Karpov fait. Karpov. Non, tu m'as dit Tal. Devant Tal. Devant Tal. Karpov finit premier ex-aequo avec Stein devant Tal, Smyslov. Donc il s'affirme à ce moment-là. Il s'affirme à ce moment-là, non seulement aux yeux des autres joueurs d'Union soviétique, mais aussi aux yeux du monde. On comprend que l'URSS tient là un jeune prodige et qu'il a sûrement beaucoup d'avenir. Et là, il est dans le cycle déjà du championnat du monde pour 75, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans ce cycle et avoir des résultats exceptionnels. Oui, il bat Polugaïevski en quart de finale et se qualifie ensuite pour la finale où il va rencontrer Viktor Korchnoi. Et on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais cette finale des candidats sera en fait la finale du championnat du monde, puisque Bobby Fischer ne défendra pas son titre en 75, il sera destitué de son titre par la FIDE, et de fait, le vainqueur de la finale des candidats, Karpov, eh bien, devient champion du monde sur le tapis vert, ce qui a toujours été, je crois, un souci pour Karpov, puisque quand on devient champion du monde sur tapis vert, on a un petit peu moins de légitimité que si on a emporté dans un véritable match ce titre, encore plus s'il avait pu l'emporter devant Bobby Fischer. Mais en tout cas, le match Karpov-Fischer en 75 aurait été assez extraordinaire, je crois. Oui, oui, c'est sûr que d'un point de vue strictement échiquéen, d'un point de vue du jeu, on a beaucoup perdu à ne pas avoir Fischer jouer. D'un point de vue, par contre, de la légende, on a gagné autre chose. Mais alors, ce 75, c'est quand même donc très particulier pour la carrière de Karpov, puisqu'il devient champion du monde un peu sur tapis vert. Donc comme tu viens de le dire, par défaut de Fischer, Fischer d'ailleurs n'a plus donné signe de vie depuis 72, hein, il s'est vraiment isolé du monde. Bon, on parle de ça dans l'émission sur Bobby Fischer particulièrement, mais on peut citer deux choses à propos de ce championnat du monde 75, c'est que ce manque de combat pour devenir champion du monde, pour ce titre de champion du monde de Karpov, va faire qu'il va en fait il va vouloir justifier son titre et de jouer énormément de tournois. Donc ça va être une des clés de compréhension de sa carrière. Il va jouer beaucoup de tournois, il va en gagner énormément. Il a le record mondial du titre de nombre de tournois, on va revenir dessus. En tout et pour tout, il a eu 160 places de premier, soit dans des tournois individuels, des compétitions par équipe ou des matchs contre des joueurs. 160 places de premier. Ouais, c'est tout à fait exceptionnel. Et il y a un autre point aussi, puisqu'il joue dès 75 ce match face à Korchnoi, qui va bien sûr être son sparring partner, j'ai envie de dire, pendant longtemps, parce que jusqu'en 81, donc ça fait presque 6 ans d'affilée, où Korchnoi va lui tenter de lui ravir sa couronne. Et déjà, Korchnoi avait dit à ce moment-là, c'est aussi ce qui va marquer la carrière de Karpov, que finalement, le régime préférait plus avantager Karpov que lui, Korchnoi, qui était beaucoup plus individualiste, alors que Karpov était à l'aise finalement dans le système soviétique. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'on avait lue à cette époque et qu'il n'a jamais vraiment démenti. Et qui a aussi d'ailleurs été critiqué de la même façon par Kasparov. Kasparov se présentait un peu comme un pro-Gorbatchev, un pro-Perestroïka dans les années 80 et Karpov plutôt comme le chouchou du régime soviétique. Il est évident qu'au début des années 70, quand l'URSS vit le traumatisme de la perte du titre contre Bobby Fischer, Karpov est encouragé, soutenu, parce que c'est visiblement le plus jeune et le plus talentueux à ce moment-là, et qui devient l'enfant chéri du régime de la Fédération des échecs soviétiques, etc. Lui, visiblement, ça ne lui pose pas de problème. On a souvent dit que c'était un peu un apparatchik, il a participé au régime, il a eu un rôle actif. Mais il s'est fait élire député, il a été député à la Douma. À la Douma, donc il a d'une certaine façon participé à ce régime. Et puis, c'est un Russe pur sucre, donc c'est pour ça aussi qu'il était aussi soutenu. Des joueurs comme Petrosian, Tal, qui venaient des marges de l'Union soviétique, ou même Kasparov, étaient moins favorisés par le pouvoir central, plus russophile. Il faut oublier que l'URSS, c'est l'agrégat de 22 États, 22 fédérations, et dont certaines ont des fortes revendications nationales. Les Estoniens, les Lettons, etc., se considèrent comme Russes, comme Soviétiques en deuxième, et d'abord comme de leur nationalité, mais ce ne sont pas des Russes à proprement parler. Oui, c'est pas des Slaves, quoi. Ce ne sont pas forcément des Slaves non plus. Voilà. Aussi bien les Géorgiens que les Arméniens sont quand même un petit peu différents des Russes. Et en tout cas, le pouvoir soviétique, même s'il était communiste, avait quand même
une préférence pour les véritables, entre guillemets, Russes. Et Karpov était à la fois donc, un enfant chéri du régime, un Russe pur sucre, et je ne vais pas dire qu'il se complaisait dans ce rôle, mais en tout cas, il n'a rien fait pour le démentir. Alors, il a dû affirmer effectivement cette légitimité dans des tournois. Il en a disputé une trentaine de très très grands tournois entre 75 et 85. Il en a gagné 23 sur 30. C'est énorme, oui. C'est énorme. Alors, Tilburg, Hambourg, Skopje, tous les grands tournois de l'époque, il les a gagnés. Quand il n'a pas gagné, il a fini 2e ou 3e de toute façon, donc il a fait une véritable razzia sur tous les grands tournois de l'époque et a voulu compenser le manque de légitimité de son titre de champion du monde par ce surcroît d'activité dans les tournois. Oui, tout à fait. Donc de ce côté-là, il a été un champion du monde qui joue, et je crois qu'il a vraiment beaucoup fait pour les échecs. Il a écrit aussi, il y a des livres de Karpov qui sont tout à fait intéressants, et qui sont, oui, ils sont très très bien. C'est un des champions du monde qui a écrit le mieux, qui a le mieux expliqué son jeu. Donc, alors, on arrive ensuite à 78, 81, ça c'est les 2 matchs face à Korchnoi. Korchnoi est toujours au top et qui a manqué finalement ce titre de champion du monde presque, on va dire, 3 fois. 3 fois, il s'est fait finalement barrer la route par Karpov, qui à chaque fois quand même, et surtout en 78-81, a montré des signes de faiblesse déjà, de faiblesse physique, de difficulté à finir le match. Même en 75, le match est terminé, je crois, sur un score de 3-2. C'est un match qui avait été assez long et Karpov avait été apparu amaigri à la fin du match. De la même façon, en 78, alors qu'il menait assez largement, il s'est fait rejoindre par Korchnoi. Il y a Camerano en 81 qu'il a réussi à écourter un petit peu le match parce que Korchnoi était un tout petit peu vieillissant. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui avait du mal quelquefois à terminer ses matchs. Et on verra que contre Kasparov, ça a eu un rôle très important. Oui, donc après arrive Kasparov, c'est-à-dire qu'après la parenthèse, enfin après la parenthèse, c'est pas une parenthèse, après les grands matchs face à Korchnoi, c'était des grands matchs, tout à fait sportifs, tout à fait tendus, avec un arrière-plan politique, puisque Korchnoi était parti en 81, il était suisse déjà, il était dissident, donc avec encore des relents de guerre froide à la suite du match Spassky-Fischer, c'était pas fini. Il y a eu aussi des dissidents russes qui partent. Et au moment où Kasparov arrive en finale du championnat du monde, c'est 84, le premier grand match. Alors, sans doute un sommet aussi là, de la médiatisation du jeu d'échecs, parce que Kasparov se présente comme disons, le fer de lance de la nouvelle vague russe qui est plutôt donc en faveur de la fameuse perestroïka de Gorbatchev. On sent déjà, finalement, enfin, avec le recul, on voit que c'est une période où l'Empire soviétique commence à se fissurer, puisque ce n'est que quelques années plus tard, en 87, je crois, que le mur, non, 89, que le mur de Berlin se brise. Et c'est un peu le symbole, Kasparov, comme ça, de au niveau échiquier, bien sûr, de cette poussée politique interne à l'Empire soviétique. Oui, c'est certain. Le match entre Karpov et Kasparov donne le sentiment qu'on met face à face l'ancienne génération, celle de Brejnev, celle de la dictature. Du secret aussi. Du secret, de l'appareil d'État surpuissant. Et puis, Kasparov se présente comme lui, l'enfant du changement, c'est le titre de son autobiographie, celui qui incarne les nouvelles valeurs de transparence. Bon, on en reparlera, mais il n'hésite pas à aller donner des interviews dans des journaux occidentaux, chose qui se faisait assez peu, à critiquer le régime ou à encourager certaines mesures, à déjà parler de démocratie, à une époque où en URSS, on était plus habitué à suivre la ligne politique, surtout que l'URSS s'était très fortement raidi sur ses positions dans les années 70, et notamment après 79 et l'invasion de l'Afghanistan. Donc quand Karpov et Kasparov s'affrontent, c'est vraiment, en tout cas on a le sentiment vu de l'extérieur que c'est l'ancienne URSS contre celle qui se préfigure, qui va arriver dans les années qui vont suivre. Et on sent la tension politique, puisque ce match est tout à fait extraordinaire. Il finit par attirer l'attention, parce qu'au départ, pas trop. Il finit par attirer l'attention des médias du monde entier. Il a lieu à Moscou. Il est en plein. Bon, c'est normal, c'est de Russes, à la limite, c'était facile d'organiser à Moscou, mais pourquoi il attire toute l'attention des médias du monde entier? Parce que ce match dure 6 mois. C'est ça qui est extraordinaire. On a un style de match qui finalement a hérité de la règle Fischer. Finalement, c'est Fischer qui avait remis au goût du jour un type de match sans fin, finalement, puisque c'est le premier à 6 qui gagne la partie. Et alors, un peu comme face à Korchnoi, je crois, en 78, Karpov, dans ce match,
arrive à mener assez vite, au bout de 20-30 parties, je ne sais plus. Oui, c'est à peu près ça. Il finit par mener 5-1, je crois. 5-0. 5-0. Il mène 5-0. 5-0, mais il bloque. Mais il bloque à ce moment-là de façon assez inexplicable. 5-0, c'est quand même la raclée pour Kasparov. C'est la raclée. Il faut rappeler que Kasparov est très très jeune. Il est 23 ans. Il a 23 ans. Il n'a pas encore de légitimité très très forte. Peut-être même 22, puisqu'il obtient le titre à 23, c'est l'année d'après. 22, Il n'a pas une légitimité extraordinairement forte. Il y a beaucoup de grands maîtres soviétiques qui disent qu'il est arrivé là un petit peu par l'effet des circonstances. Il a battu Korchnoi en finale des candidats, mais bon, ça s'est fait parce que Korchnoi était vieillissant. Voilà. On trouve beaucoup d'explications et tous les gens qui doutaient de Kasparov disent voilà, c'est un gamin, il est en train de se faire laminer. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Il va prendre 6-0 c'est fini. Et sa carrière sera terminée. Voilà. À ce moment-là... c'est ce qu'a dit Karpov après. Si j'avais pu finir ce match, Kasparov était foutu. Était foutu. Mais alors, ce qui s'est passé à 5-0, peut-être que Karpov s'est un petit peu raidi. Apparemment, il a moins cherché l'initiative. Il a attendu peut-être un peu l'erreur de Kasparov. Et puis Kasparov a appris, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner aussi facilement, finalement, qu'il avait écrasé les autres candidats. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que son parcours est fulgurant. Il a écrasé, c'est vrai, les autres candidats pour arriver en finale. À noter que je crois que c'est là qu'il bat Smyslov, l'ancien champion du monde, qui a plus de 60 ans à ce moment-là. Bon, mais ça, on le verra dans l'émission consacrée à Kasparov en particulier. Mais il a écrasé tous ses joueurs. Et donc, il pense que contre Karpov, il va pouvoir faire pareil. Mais non, c'est Karpov. C'est quand même, il est là quand même depuis maintenant 9 ans, au top du top mondial. Il a gagné beaucoup de tournois. Il a l'expérience en plus du très grand talent. Et Kasparov se rend compte que petit à petit, que finalement, le jeu de Karpov est beaucoup plus profond que ce qu'il pouvait penser. Et qu'il n'arrive pas du tout à passer ses attaques qui sont au contraire bien démonté par Karpov dans la profondeur et il bute. Mais au bout de 5-0, finalement, Kasparov se dit je vais essayer de faire des nuls pour faire durer le match, justement. C'est ça. C'est la stratégie qu'il adopte. Il dit je prends moins de risques, je cherche des positions équilibrées. Et puis, si ça fait nul, au moins on continue le match, je suis encore vivant. Ouais. Et puis, s'il y a un moment Karpov fait une erreur, j'en profiterai. Et puis, c'est une stratégie qui commence à fonctionner. Alors je crois qu'il y a quelque chose comme 20 parties nulles qui suivent, un truc comme ça. Peut-être pas 20, 15, mais il y en a une bonne série. Oui, une bonne quinzaine. Et puis là, il y a 5-1. 5-1. Alors, quelques nuls encore. 5-2. Quelques nuls encore. 5-3. 5-3. Et là, alors là, c'est le coup de théâtre impensable des années 80, parce que je pense que le jeu d'échecs après a vécu des années sur cet événement tout à fait improbable. Le président à ce moment-là de la Fédération internationale des échecs était Campomanes, Florencio, je crois, c'est Florencio Campomanes, un Philippin. Sans doute, on suppose téléguidé par les instances russes. On le pense, mais c'est pas si évident. C'est pas si clair. Décide d'arrêter le match, parce que ça fait quand même 6 mois que ça dure. Mais on voit Kasparov qui remonte et tout le monde se dit il arrête le match parce que Karpov est foutu, il est physiquement complètement cuit. Kasparov est en train de revenir et il va le manger tout cru. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ils arrêtent le match. En tout cas, Kasparov fait une sortie théâtrale pour dénoncer cet arrêt du match, qui sera reconduit en 85 l'année plus tard, mais cette fois en partie limitée. Oui, et on recommence à 0-0. Alors c'est quand même assez incroyable parce que l'interprétation de cet événement, c'est vrai qu'il a secoué le monde échiquéen, est difficile parce que certains ont dit Karpov était cuit, la fédération soviétique s'en aperçoit, elle fait pression sur Campomanes arrête le match. Ça, c'est le scénario numéro 1. Karpov, des années après, a dit mais attendez, je menais quand même 5-3. J'avais quand même encore 2 points d'avance, et j'ai plus qu'une partie à gagner. Donc j'ai pas spécialement intérêt à arrêter le match pour recommencer à 0-0. Si on réfléchit rationnellement, Karpov n'avait pas spécialement... le scénario tel qu'il s'est déroulé dans la réalité n'a pas avantagé Karpov. Donc lui, il s'en est défendu. Il a dit qu'au contraire, ça venait pas du tout de lui, en tout cas, et que lui n'était pas du tout d'accord pour recommencer à 0-0. Bien sûr, il était fatigué, bien sûr, il voulait une interruption, il voulait reprendre un peu son souffle, mais recommencer à 5-3, c'était ça qu'il voulait, pas 0-0. Et d'une certaine façon, toutes ces parties qui ont été jouées jusqu'à 5-3 ont servi d'entraînement à Kasparov, puisqu'il a pu prendre la mesure de Karpov, de son style, et ensuite le dépasser. Et quand il joue le match revanche, je ne sais pas comment l'appeler, le match qui a suivi et qui a recommencé à 0-0, et bien là, Kasparov n'est plus tout à fait le même joueur. Il a beaucoup appris. Karpov n'est plus aussi dominateur qu'il peut l'être au début du premier match, et Kasparov finit par l'emporter. Voilà, et là Karpov perd son titre, qu'il ne récupérera pas
dans la lignée des champions classiques, c'est-à-dire en revenant, mais il revient quand même il domine toujours le monde des échecs. En fait, c'est la domination des Kasparov-Karpov des deux cas pendant, mais alors très longtemps, jusqu'en 95, jusqu'à ce que Anand finisse par arriver en finale du championnat du monde. Et en 87, c'est encore un match Kasparov-Karpov, qui est cette fois, donc, comme tu disais, à 2 doigts de basculer en faveur de Karpov, puisque c'est à Séville et il y a là aussi il y a un coup de théâtre, mais là sur l'échiquier, pas en dehors, c'est mieux quand même. Karpov gagne l'avant-dernière, mais Kasparov revient à la dernière partie, et en cas de match nul, c'est le champion qui garde le titre. En 90, de nouveau match Karpov-Kasparov, ça sera le dernier, puisque c'est celui de Lyon, et là cette fois par contre Kasparov l'emporte clairement. Oui, honnêtement là. En 90, Kasparov vient d'atteindre le plus haut classement jamais atteint, qui est de 2800. Ouais. Et Karpov est un petit peu plus âgé, il a passé son pic de maturité et de force, et il cède un peu plus facilement devant Kasparov. Mais je rappelle quand même, au total des 144 parties disputées entre les deux, il n'y a que -2 pour Karpov. Oui. C'est rien du tout. Alors, la carrière de Karpov n'est pas finie, puisqu'il n'arrivera plus en finale du championnat du monde classique. Kasparov va continuer à dominer le jeu d'échecs jusque dans les années 2000. Et là, Karpov va par contre continuer à gagner des tournois. Notamment, il va gagner un magnifique tournoi de Linares avec une performance Elo extraordinaire à 3100 Elo de perf, un truc en 94 je crois. Oui. Hein, donc un tournoi extraordinaire. Kasparov lui-même il ne croyait pas, il jouait ce tournoi-là, mais il a fait je ne sais plus quel score. Mais c'était hallucinant. Et c'était quand même à 43 ans. Donc il a quand même maintenu un très haut niveau assez longtemps. Bon, ensuite, l'histoire des championnats du monde, c'est largement compliqué, puisqu'il y a eu une scission. Donc la Fédération internationale a organisé son propre championnat du monde à côté du championnat du monde classique. Et là, Karpov revient en jeu, par miracle en quelque sorte. Voilà, il décide que pourquoi pas jouer le championnat du monde de la FIDE, puisque c'est quand même la FIDE qui organise et c'est la fédération qui régit le monde des échecs. Donc, il décide de jouer ce championnat et puis il l'emporte. Donc il redevient champion du monde, mais c'est un petit peu comme en boxe, à partir du moment où il y a deux championnats du monde concurrents, ça a moins de valeur forcément qu'un titre unifié. Voilà, mais quand même, c'est en 98 je crois, donc Karpov de nouveau champion du monde, mais FIDE, on dira FIDE, en opposition à classique, de façon à ne pas briser la chaîne qui nous lie à à Stenitz, oui mais c'est assez homonyme les deux, à Stenitz en 1896, donc toute cette série de champions du monde qui se sont passés le titre, le flambeau, de proche en proche. Alors donc Karpov toujours au top et qui continue en 2012 encore à jouer quelques tournois. Alors évidemment il est un peu moins affûté maintenant en 2012 qu'il a pu l'être dans les années 80 et 90. Voilà. Donc la carrière n'est pas tout à fait finie de Karpov, il est toujours là, il est toujours en pleine forme, il joue encore des tournois qu'il gagne encore avec brio. On va voir quelques photos d'Anatoly Karpov. Donc ici, une première, alors c'est à Dortmund, ce tournoi de Dortmund, le fameux tournoi de Dortmund qui a eu tous les ans au mois de juillet. Voilà, ici Karpov, alors plutôt jeune ici. On voit un Karpov jeune. Jeune, mais ce sont les années 90, puisqu'il a le drapeau russe, plus soviétique. Ouais, mais plus jeune qu'aujourd'hui, disons. Plus jeune qu'aujourd'hui, oui, voilà. C'est un tournoi des années 80, ça c'est 96. Quelque chose. Voici une deuxième photo de Karpov, ici en train de regarder une partie dans un tournoi. On a beau être champion du monde et avoir gagné des dizaines de tournois, on continue à regarder les parties des autres comme ça parce que la passion reprend le dessus. Ah, mais peut-être qu'il joue le tournoi et qu'il se promène aussi. Il se promène aussi, mais il regarde quand même les parties. Je pourrais que c'est un réflexe chez tous les joueurs, même les plus forts. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez Karpov qui vient regarder votre partie, c'est un honneur déjà. Vous êtes un peu dans l'histoire du jeu déjà. Ouais, alors dans ces cas-là, je conseille une chose très simple. Vous prenez votre temps pour réfléchir et vous ne jouez rien. Parce que ça ne sera forcément pas le bon coup. Oui, il risque de partir avec une petite moue. Oui, c'est ça. Alors ce qui est terrible, c'est quand vous avez un grand maître qui regarde votre partie, vous jouez votre coup et là, à ce moment-là, il s'en va. Oui. Bon, voilà, c'était pas intéressant de rester. Voilà. Donc ça, c'est Karpov, voilà, debout, à gauche. Et enfin, une troisième photo, ici, voilà, de Karpov. Avec donc sans doute son fils, puisque c'est Garry Karpov à droite. Alors Garry Karpov, là ça fait drôle. Quelle confusion, parce qu'on dit non, c'est Garry Kasparov, non, il s'appelle Garry. Voilà. C'est peut-être une forme d'hommage. Voilà, c'est possible, on ne sait pas. Donc voilà,
Karpov, ici encore une fois. Voilà, donc on va maintenant passer à notre partie du jour, donc entre Karpov et donc qui, ben, évidemment, Kasparov. C'est-à-dire que c'était difficile de ne pas choisir une partie Karpov-Kasparov pour illustrer la carrière de Karpov, puisque je pense que ces deux joueurs ont été la cause de la grandeur de l'autre. Voilà deux joueurs qui ont apporté le jeu d'échecs à des sommets jusqu'ici inégalés. Oui, c'était les meilleurs ennemis. C'est vrai qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Hein. Ouais. Ça les aidait à tenir le haut du pavé. Donc les deux cas. Voici donc cette partie entre Karpov et Kasparov, championnat du monde d'échecs. Avec donc Karpov qui démarre, vous voyez, avec E4. Alors Karpov est connu pour être un joueur plutôt, je veux dire, avec un style qu'on qualifierait plutôt de positionnel, moins d'attaque, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher forcément, comme un Kasparov, à tenter l'attaque en permanence, à jouer sur le fil du rasoir. Un jeu plus difficile. D'ailleurs, même Kasparov a dit que c'est difficile quand même de qualifier le style de Karpov. Le style de Karpov, ben, c'est le style de Karpov. On ne peut pas vraiment dire qu'il est défenseur, qu'il est positionnel, qu'il est attaquant. Il sait tout jouer, bien sûr. Et la preuve encore dans cette partie, puisqu'il n'hésite pas à jouer E4, il sait tout jouer en fait. Karpov est un jeu universel avec un style bien à lui. Un style assez positionnel, on le compare quelquefois à Capablanca. On peut le comparer. On peut le comparer à beaucoup, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup influencé par Capablanca dans sa jeunesse. Alors E4, donc C5, alors là par contre c'est du Kasparov pur jus, c'est-à-dire on rentre dans la sicilienne et on veut chercher les parties les plus agressives possibles du côté des noirs. Donc vous allez voir d'ailleurs comment dans cette partie est typique des affrontements Karpov-Kasparov, parce que là où Kasparov essaie de jouer les parties les plus tendues, Karpov va choisir les lignes les plus qui essaient d'éviter le plus l'initiative pour l'adversaire. Il va éviter ce type de manœuvre. Donc vous allez voir comment. Cavalier F3, E6, bon, très bien, c'est un choix. Alors Kasparov a aussi joué beaucoup la nage d'or, c'est-à-dire le coup D6 en 2, mais là c'est une autre manœuvre. Donc 3, D4, on ouvre le centre, toujours classique de la sicilienne, prise, et après le coup cavalier C6, regardez, on joue cavalier B5, alors ce coup est classique, ici regardez, je contrôle la case D6 en menaçant de faire un échec puisque je suis protégé par la dame. Alors ça serait embêtant puisque on serait obligé de donner le fou de case noire et ensuite on aurait un pion arriéré, le pion D ici, qui n'a plus de possibilité de jouer en D6 sans défenseur, ça sera difficile, etc. Donc il faut jouer D6 tout de suite. Voilà. En jouant D6, on protège la case D6 par la dame et par le fou, ce qui empêche cette manœuvre. Et là, regardez, le coup suivant, classique, C4, on peut jouer C4, il le joue d'ailleurs. C'est typique ici de ce que aimait jouer Karpov contre Kasparov, c'est-à-dire des ouvertures qui limitent les possibilités tactiques. Contre l'est-indienne, il jouera beaucoup la Samish, notamment. Il jouera F3 contre l'est-indienne. Bon, là, c'est pas du tout le style de cette ouverture. Mais il va essayer de limiter l'expansion noire et les possibilités de clash tactique des noirs. Donc C4, c'est difficile pour les noirs maintenant, puisqu'il faut que les noirs maintenant, pour se libérer, jouent le coup de D5, mais vous voyez qu'il est rendu très difficile par ces deux pions qui ressemblent à une sorte d'étau de Maroussi. C'est ça. C'est un coup embêtant pour les noirs, parce que les joueurs qui jouent la sicilienne avec les noirs veulent jouer souvent D5, qui est un coup de libération important, qui est souvent le coup qui permet d'égaliser, de ne plus laisser l'initiative aux blancs, et C4 complique considérablement la possibilité de cette manœuvre. Voilà, donc on sait avec ce coup que les blancs vont contenir, en quelque sorte, les velléités noires. Donc cavalier F6, bon, ça oblige le coup suivant, cavalier 1, C3. Alors, on défend le pion, ici, pas de problème, et sur A6 maintenant, par contre, on ne peut pas revenir ici, donc il faut revenir sur la case A3. On peut envisager de revenir en D4, bien sûr, mais il y a une autre idée en venant à A3, c'est qu'on peut se recycler, pourquoi pas plus tard en E3, ici, et recontrôler une nouvelle fois, regardez comment Karpov empêche Kasparov à tout moment de jouer le coup D5. Fou E7, fou E2, tranquille, petit roc, et P6. Voilà, donc on est obligé de jouer des petits coups, là, développement un peu lent, mais bon, les noirs n'ont pas de problème particulier, mais on ne peut pas dire qu'ils ont pris de l'expansion. Ils sont repoussés dans leur propre camp, ce qui convient très bien à Karpov, qui aime bien
finalement, essayer d'améliorer petit à petit la position de ses pièces, essayer d'étouffer l'adversaire aussi. Hein, c'est un joueur qui a aussi cette réputation de savoir parfaitement pousser l'adversaire dans les espaces réduits et l'étouffer petit à petit jusqu'à planter aussi des combinaisons tactiques. C'est un très fort tacticien aussi, bien sûr, Karpov, mais qui prend son temps pour préparer ses attaques, qui ne va jamais essayer d'aller trop vite dans les préparations. Voilà, qui fait fructifier un avantage positionnel pour à la fin, une fois que l'avantage est clair, pouvoir justement conclure par des combinaisons. Voilà, donc on poursuit, développement normal, regardez c'est joli, hein, fou E3, tranquille, on tape un petit peu sur B6, hein, c'est un petit pion qui peut être un peu faible, hein, notamment regardez si on joue fou B7, eh bien, on ne pourra plus trop défendre ce pion deux fois, enfin on sera obligé de jouer des coups comme cavalier D7, mais on ne pourra pas mettre par exemple la tour, donc voilà, le fou est bien placé, il tape ici, regardez ce pion on peut l'attaquer par dame B3, on peut l'attaquer pourquoi pas aussi par cavalier A4, et ça peut créer des faiblesses dans le camp noir. Fou B7 quand même, de la part de Kasparov. Et regardez, justement, après dame B3, eh bien, attaque, double, sur B6, tout de suite déjà. Mais regardez tranquillement, en développant les pièces. Hein. Regarde, toutes les pièces blanches sont sorties. Le roc est fait, en jouant dame B3 en plus, bon, on a trouvé une belle place pour la dame parce qu'elle attaque, bien sûr, mais on lit peut-être à jouer une tour en D1. On veut jouer, la mettre en vis-à-vis de la dame et de ce pion qui n'est pas soutenu par un autre pion, il n'est pas faible, hein, mais il est pendant. On rajoute toujours de la pression aussi sur la case D7, tout simplement. Et puis l'autre tour, elle sera très bien placée en C1, en défendant aussi le pion C. Ou alors on peut envisager même de doubler les tours sur la colonne, etc. Bon, pour l'instant, tant que le fou 7 tient D6 et que c'est que les tours qu'il attaque, c'est pas gênant. Il faudrait une pièce mineure qui arrive à trouver le chemin, bon, c'est moins clair. Mais les noirs ont peu d'espace, c'est le problème. Alors là, Kasparov joue un coup tendu. Hein. L'autre coup ici possible, c'est d'envisager cavalier D7, bon, qui est un tout petit peu passif, puisque le cavalier attaquera pas le centre en D7. Il défend B6, bien sûr, mais bon, c'est aussi une autre possibilité, on peut l'envisager, hein, puisqu'après en D7, on peut envisager de venir en C5, ce genre de choses. Bon, il choisit autre chose, Kasparov, vous voyez, plus tendu, hein, il aime jouer les positions tendues, mais cavalier A5 n'empêche pas la prise en B6. Puisqu'on attaque la dame, donc la dame peut envisager de prendre B6. Par contre, le fait que le cavalier C6 ait bougé en A5 libère le fou B7, voilà, qui maintenant attaque le pion E4 une deuxième fois. Donc les noirs vont peut-être pouvoir se venger. Voilà, l'idée c'est de se venger sur le pion E4, mais vous allez voir qu'après, dame prend B6, ici, le problème c'est qu'après, alors, bien sûr, Kasparov se venge tout de suite sur le pion E4. Cavalier prend E4 est quasiment forcé, on ne va pas laisser la prise ici s'échanger. Et après fou prend E4, simplement on joue dame prend D8, et les noirs ont un problème, puisqu'on ne peut pas reprendre ici de la tour, puisque le fou E3 viendrait attaquer à la fois la tour et le cavalier A5. Donc ça force fou prend D8, et c'est ce qu'a prévu Karpov, en fait, c'est qu'il a quand même pris, parce que finalement il a brisé un peu l'harmonie entre les tours tout de suite, et il gagne du temps de développement, tranquillement, sans faire d'effort. Il a gardé la paire de fous, il a une structure de pions qui est toujours parfaite, il a ici 3 pions, donc il a 2 îlots de pions, et puis ce cavalier est mal placé, donc il peut profiter de ce mauvais placement, c'est ce qu'il vient de faire d'ailleurs, hein, puisque déjà il a forcé ce fou qui est finalement pas très bien placé ici, puisque ce fou ne protège plus D6, donc on gagne du temps par tout simplement tour à D1. Voilà. Et maintenant il faut défendre le pion D6, et on finit son développement avec gain de temps, ce qui est toujours une bonne affaire. Et là, que font les noirs? Pas clair, que font les noirs ici? Alors on peut jouer un coup comme fou C7, c'est passif. Passif, on peut jouer des choses peut-être un peu plus actives comme fou F6. Alors on peut contre-attaquer, exactement. Voilà, on peut contre-attaquer effectivement par fou F6. Le problème de fou F6, c'est que on laisse le cavalier A5 sans défense, donc des coups comme fou B6 sont envisageables. Et où va le cavalier? Et puis on empêche une tour de venir défendre le pion D6. Donc après un coup simple comme B3, qui est normal, on met tous les pions sur blanc qui deviennent attaquables, les menaces sur D6 sont là, il faudra bien s'occuper de ça. Et on ne peut pas mettre une tour puisqu'il y a fou D6. Donc c'est quand même embêtant. Donc pour ces raisons-là, après tour AD1, finalement, Kasparov se lance dans un truc un peu tendu, mais dans son style, quoi. Il ne veut pas jouer passif. Vous voyez comme il resterait passif dans cette position. Donc il joue un truc plus agressif, mais plus tendu aussi, D5. Alors c'est un peu dans le style de Kasparov, de ne pas jouer passif, mais ça arrange Karpov. Vous voyez comme il a poussé un peu Kasparov un peu à la faute, hein, parce qu'après le coup évident F3,
Évidemment, parce que si on prend, il y aurait fou prend avec un magnifique fou défendu par un pion qui n'est plus attaquable par un pion qui en plus commence à attaquer à 2. Eh bien, on a des problèmes puisque on va perdre un pion, quoi. Comment on fait? Alors d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Regardez après, fou F5, simplement, Karpov continue, C prend D5, E prend D5, et simplement, tour prend D5. Alors, pour l'instant, j'ai gagné un pion, et il reste évidemment au noir la possibilité de jouer fou E6, ça c'est la pointe de Kasparov, puisque je veux me venger sur le pion A2. Alors, c'est bien de se venger sur le pion A2, mais est-ce qu'il vaut tout à fait un pion central? C'est pas certain. Alors, c'est la suite des coups, maintenant, qui va donner raison ou pas aux joueurs, puisque après un tour D6, que font les noirs? Parce que maintenant, c'est le pion A6 qui est menacé, il est attaqué 2 fois, par la tour en D6 bien sûr, qui vient de se poser sur cette case, et puis par le fou E2, qui était tranquillement développé sur une case cavalière passive, et puis qui finalement va pouvoir attaquer et prendre ce pion d'avance, qui est quand même important, parce qu'après le pion B est un pion passé. Voilà, c'est-à-dire qu'après la prise de ce pion A6, on se retrouve avec un pion passé, ici, le pion B, puisque fou prend A2. Alors c'est peut-être le coup qu'a pas vu Kasparov dans sa préparation, ici. Donc le coup D5, il est un peu, vous voyez qu'il est un peu léger, mais il est un peu forcé par la précision des coups de Karpov, que vous voyez qu'il a petit à petit a pris des petits avantages d'avance de développement et qui a poussé les noirs un peu à essayer de s'activer pour éviter d'être étouffés. Et qui fait une faute avec ce coup D5 qui est un peu juste. Donc ici, fou prend A2, bien sûr, mais tour prend A6. Voilà. Donc là, pion de plus. Et puis pas n'importe quel pion, parce que c'est un pion passé. Alors, ça peut ne pas suffire. Possible que Kasparov ait quand même volontairement joué cette ouverture avec l'idée que peut-être qu'il peut contenir ce pion. Maintenant, s'il le jouait en 2012, il ne le ferait pas, je pense, Kasparov. À l'époque, encore, à la limite, pourquoi pas. Il n'y avait pas les ordinateurs, ils n'étaient pas forts à l'époque. Il fallait trouver par soi-même les idées, c'était pas clair. Mais aujourd'hui, on sait que ce pion est quand même un atout extrêmement fort. Mais tour B8, voilà. Bon, alors là, c'est pas facile maintenant d'activer ce pion. On aimerait jouer B4 pour attaquer le cavalier et commencer à avancer, mais on est déjà sous pression. Alors, il y a un petit coup intermédiaire. Alors, petit coup intermédiaire, voilà, très bien. Très bon coup intermédiaire. Fou C5, attaque la tour et protège l'avancée B4. Donc, après tour E8, il faut quand même faire attention au fait que le fou E2 ici est attaqué, donc si on joue B4 évidemment on se vengerait sur le fou. Alors si on perd la paire de fous ça devient plus difficile, donc pour la garder on joue magnifique fou B5, alors c'est superbe. Voilà, ça c'est la pointe de... C'est la pointe de la pointe de la pointe là. Ben oui, c'est la pointe karpovienne puisque là on attaque le fou et quand on jouera B4 on défendra le fou C5. Donc on consolide à la fois son pion passé en jouant B4 puisqu'il sera archi protégé par le fou C5 et en même temps on l'a avancé. Et puis on prépare B4 qui est un peu embêtant pour le cavalier A5 parce qu'on se demande un peu où il peut aller. En plus. Il lui reste plus que la case B7 qui n'est pas très active. Exactement, pas très active. Alors là Kasparov joue le coup qu'il estime le plus actif dans cette position. Tour E6 pour déjà essayer de provoquer un échange de cette tour qui est quand même extrêmement active, qui est dans le camp noir. Et simplement B4. Voilà, B4, alors là, où va le cavalier, bien sûr. Alors bon, c'est pas évident de trouver une case pour ce cavalier. Alors, on ne peut pas aller en C4, on ne peut pas aller en C6, qui est contrôlé par le fou et par la tour. Il reste deux cases, soit B7, soit éventuellement B3. B3, c'est un petit peu dangereux à cause de fou C4. Alors, effectivement, sur B3, ça fait un peu peur, puisqu'on se dit, par exemple, on pourrait faire tour prend C6 d'abord, pion prend C6, et simplement, regardez, fou C4, attaque le fou, et puis créer quand même une petite pression ici sur ces pièces. C'est pas clairement évident. Oh, ceci, on pourrait jouer quand même cavalier prend C5. Cavalier prend C5. Fou prend A2. Fou prend A2. Alors voyons, on peut regarder la variante. Cavalier prend C5. Ah oui, d'accord. Donc ici... ah non, pion prend si on fait fou prend A2... La tour prend le pion B4 et on prend le pion B4 et c'est fini. Donc vous voyez, cavalier prend C5, c'est possible. Donc peut-être pas évident là. Donc ici, tour prend E6, F prend E6, donc plus fort peut-être tout simplement se jouer simplement fou E3. On laisse la position dans ces eaux-là, notamment on menace tour F2. Oui. Tour F2 attaque le fou et si le fou, le fou n'a pas de case en fait, tout simplement. Non, le cavalier pourrait le défendre en C1, mais le retrait du fou en E3 permet de contrôler cette case. Voilà, donc voilà, tout simplement, ça peut suffire pour continuer la pression. Donc il faut calculer, attention, il y a beaucoup de possibilités, donc
On ne peut pas tout regarder dans les détails, mais il y a encore du jeu dynamique, il faut regarder, mais à chaque fois l'avantage des blancs. Donc tour 6, B4, et là donc finalement Kasparov se résout à jouer cavalier B7 pour pas pas jouer cavalier 3 et s'enfermer le fou, on l'a vu, avec une position pas claire. Donc ici cavalier B7 est bien, et ça attaque le fou C5. Les noirs seraient sans doute contents d'échanger un fou. Les fous sont forts, hein, regardez, ils sont extrêmement actifs comparés aux fous noirs, et puis ils protègent l'avancée du pion. Donc il ne laisse pas faire, hein, Karpov, regardez, fou F2. Hein. Donc il n'y a pas de hasard, ce fou est fort, il faut le garder. Il contrôle la case B6, donc une case d'avancée du pion, et il est beaucoup plus actif que son homologue de case noire. Fou E7, ça c'est logique de la part de Kasparov. Je pose la question. Bon, très bien, tu es revenu en F2, mais moi j'attaque le pion B4 et pas facile de le défendre, il n'y a pas de coup simple. Hein. Le seul coup, Karpov le trouve évidemment, c'est cavalier C2, double avantage de ce coup. 1, je défends B4, et 2, regardez, attention, j'attaque le fou A2, donc je gagne du temps. Notamment un coup comme fou B3, ici, serait sans doute pas forcément un problème pour les blancs, alors il faut trouver une solution. Alors, si je peux jouer cavalier B4 tout simplement, puisque j'attaque à la fois la tour et le fou, et j'oblige l'échange ici, et ça m'arrange, parce qu'après fou prend E6, et j'ai toujours la prise du fou, et après, par exemple, un coup comme fou D5, simplement, je pousse B5, je suis protégé par le fou, par le cavalier, j'ai plus qu'à activer ma tour, pourquoi pas en B1 d'ailleurs. Ou à jouer cavalier C6 qui forcerait quasiment des échanges. Je peux aussi proposer cavalier C6, puis surtout je menace aussi fou G3. Et fou G3 qui est... attaque la tour, et si la tour bouge, le cavalier est un peu léger, quoi. Donc il est encore protégé, mais c'est chaud. Donc on peut aussi envisager des coups comme tour C1 avec pénétration sur la case C7. Ça c'est très fort aussi. Donc vous voyez que les noirs sont déjà en très très grande difficulté. Cavalier C2, fou D5. Donc il faut lui trouver une case. Vous voyez que B3 c'était chaud, donc fou D5. Je suis bien placé, je suis au centre, je contrôle le B7, ça peut être utile, ça peut libérer ma tour sans problème avec le cavalier. Donc il faut questionner pour les blancs. Le mieux ici, c'est évidemment, c'est de questionner les points de défense. Et ici, c'est le fou D5, donc tour D1. Ce fou n'a pas beaucoup de bonnes cases. Alors évidemment, maintenant que la tour est en D1, c'est plus pareil pour le coup fou B3, puisqu'il y a 2 pièces. Donc on peut venir en B3. La différence, évidemment, c'est qu'il y a une sorte d'enfilade ici. Pas évident de trouver un coup fort. Donc là, il fallait pour Karpov avoir trouvé les coups suivants. Très joli. Regardez, tour D7. On laisse le cavalier C2 en prise parce qu'on prépare sur la prise du cavalier en C2. Voilà, c'est très tactique. Hein, c'est tactique, mais au service de la stratégie ici. Hein, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de garder ça. Ici, on aurait tour prend tour. On a une qualité en plus, donc il faut reprendre. Et maintenant, on prend le fou et ça y est, le pion n'est plus attaqué, encore une fois. Le pion n'est plus attaqué. Le pion E6 est en prise. Et c'est pas évident ici pour les noirs de trouver un bon coup. Notamment un coup comme cavalier, ici, cavalier par exemple en D8, attaquerait pas vraiment le pion. Alors on pourrait se dire on attaque les deux, mais non, parce que regardez, on joue simplement fou D7 et on ne peut pas prendre ici à cause de. Ah si, on peut envisager, pardon, parce qu'il y a une petite pointe encore, on peut faire échec ici. Là, on jouerait d'abord fou C5 et on menace. Tour E8, échec, qui prend le cavalier. Donc que fait la tour? Sur un échec roi F2, on a toujours la menace de faire échec. Et il faudrait reculer ici, par exemple, en G6. Et on a une position meilleure à cause de la paire de fous et de la faiblesse du pion E6. Mais sans doute, c'est encore jouable, cette position. Il y aurait quand même fou D4 qui serait embêtant. C'est vrai, il y a aussi encore il y a beaucoup de choses pour les blancs. Regardez, fou D4, puisqu'on attaque aussi le pion, simplement le pion G7. Voilà une possibilité. Ouais, c'est chaud. Beaucoup de choses à calculer, vous voyez, dans cette position. Donc tour D1, fou B3, c'est une grande escarmouche tactique sur cette partie. Tour D7, et voilà, je contre-attaque ici, à la fois sur le fou E7 et aussi, bien sûr, sur le cavalier, parce que je peux aussi créer des menaces ici, par exemple un coup comme fou B3, si la tour bouge, il y a un problème sur le cavalier. Donc Kasparov joue un coup de défense actif, tour D8. Alors c'est bien, l'idée des noirs ici, c'est de dire, bon,
S'il y a des échanges qui se font, à la fin, j'ai la possibilité de faire des échecs ici. Hein, donc c'est ce que fait d'ailleurs Karpov. Regardez ce qui va se passer. Après, tour prend E6. On ne prend pas la tour en D7 parce que... si, on la prend justement. Tour prend E6. Si les noirs prennent ici en E6, on peut faire tout simplement tour prend E7. Et après, fou prend C2. Ça, c'est l'idée de Kasparov. Après, fou prend C2. Si les blancs prennent le cavalier, on se dit qu'on a une pièce de plus, mais non, il y a une pointe. Paf! Échec. Et le fou revient en F1. Et alors, si le fou revient en F1, évidemment, c'est fou D3 et pouf, c'est perdu. Et c'est pas simple. Et si on joue l'autre fou, évidemment, on le perd. Donc voilà, c'est la pointe de Kasparov sur tour D8. C'est une défense indirecte. Donc après, tour prend E6. Plutôt que de rentrer dans cette variante, il choisit de faire d'abord tour prend D7, qui est l'autre variante possible. Et là, Karpov a le choix, parce que soit je reprends la tour, soit j'enlève la tour en prise, en fait. Hein, c'est l'autre possibilité, et c'est ce qu'il choisit sur tour E1. Tour E1, ça c'est très karpovien, je défends parfaitement ma première rangée plutôt que de rentrer dans ces variantes-là. J'ai toujours mon pion d'avance ici, mon pion passé, et surtout j'ai la tour D7 qui est en prise. Alors, la tour doit rester au contact du fou E7 qui est attaqué. Donc, ça explique le coup suivant, fou C7. Mais il y a la pointe finale. C'est une grande combinaison, en fait. Oui, c'est une combinaison. C'est une grande combinaison, mais qui est toujours sous cette menace, finalement, de pion en plus, hein, de pion passé. Fou B6 et abandon de Kasparov, puisque là, il n'y a plus de possibilité de défendre le fou. Alors, on peut se dire, bien sûr, on pourrait jouer encore. On peut se dire, ben oui, mais je peux jouer encore tour prend C2, tout simplement. Oui, mais regardez, maintenant. Tour prend E7 et double menace. Je menace à la fois tour prend cavalier et échec et mat. Échec et mat. Voilà. Donc ça explique l'abandon de Kasparov, parce que le seul coup ici qu'on peut envisager, c'est un cavalier D6. À la fois j'empêche le mat et j'enlève le cavalier de la prise, mais simplement on jouerait fou C5. Et là, ben, que fait le cavalier? Si je prends le fou, évidemment ça ne marche pas, parce qu'il y a mat. Le cavalier est en prise. Si je le défends, bah, je le prends quand même, puisque je menace mat. Donc voilà, ça perd une pièce sur cette combinaison finale. Donc très belle suite, hein, extrêmement tactique du début à la fin, mais avec ce gain positionnel au départ de Karpov. Donc vous avez vu comme Kasparov a essayé par le coup D5 finalement de rentrer dans une suite tactique qui sans doute aurait marché peut-être face à des joueurs moins précis qu'un Karpov, mais vous avez vu comme Karpov à la fois manie les arguments positionnels, c'est-à-dire le pion de plus passé sur le côté dame, et bah, tous les arguments tactiques de pression successive sur les pièces adverses, qui lui permet de maintenir ce résultat jusqu'à la combinaison finale et le gain en fin de variante. Donc Kasparov a fini par abandonner. En fait, alors cette partie est symptomatique parce que dans l'émission que vous pourrez voir sur Kasparov, on analyse une autre partie sur une ouverture semblable où Kasparov joue finalement le coup D5 encore plus tôt. Voilà. Et finalement, c'est là qu'il va réussir à déstabiliser Karpov. Donc on voit bien que cette tentative de sortir de l'étau on va revenir sur cette position au départ. Si je reviens au tout début, voilà cette position d'étau ici. Voilà, cette position d'étau ici qu'il y a sur le centre ici. Si les noirs ne font rien, ils vont finir par être étouffés petit à petit par l'énorme avantage d'espace qu'ont les blancs dans cette position. Et on a envie tôt ou tard de se libérer par D5. Et bien on verra dans cette émission miroir de Karpov, celle sur Kasparov, comment Kasparov a finalement tenté un magnifique gambit qui aura été d'ailleurs réfuté par la suite, mais bien plus tard. Mais qui lui a permis de remporter une magnifique victoire qui sans doute a contribué à son titre de champion du monde. Voilà comment on termine cette émission spéciale Karpov. Encore beaucoup à dire sur Karpov avec toutes ses victoires en tournoi, il en a fait beaucoup, des parties magnifiques. Mais cette victoire notamment sur Kasparov qui fait partie de ces beaux succès avec cette longue suite tactique dans cette ouverture où Kasparov n'a pas réussi à se sortir de l'étau de Karpov. Merci Jérôme pour cette émission. Merci Stéphane. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission Diagonale TV sur les grands champions de l'histoire du jeu d'échecs. Au revoir.
Au revoir.